Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, la seule émission du dimanche qui ne parle que de rugby. Au sommaire, ce soir, résultats, invités, analyse, grosse page top 14 avec le podium de nos consultants, Jean-Baptiste Elissalde et Julien Thomas. Patrice Colazo, le manager du Racing 92 qui sera notre invité, ce sera dans une dizaine de minutes. Et puis vous saurez tout sur la clôture de cette 4e journée du top 14, Bayonne-Toulon au programme que nous vivrons bien sûr sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir et participer. C'est parti pour une heure complètement ovale. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir messieurs, bonsoir Jean-Baptiste Elissalde, bonsoir Julien Thomas. Bonsoir à tous, ravi de vous revoir et d'être parmi vous, cher François, et surtout avec toute l'équipe au cœur de la mêlée, et de vous retrouver parmi les week-ends de top 14 de Pro D2. Ouais, et surtout avec un numéro 9, Jean-Baptiste Elissalde, que vous connaissez bien, messieurs, puisque vous avez œuvré à un moment au poste notamment d'entraîneur adjoint du côté de Montpellier. Jean-Baptiste est en train de se connecter, bien sûr, et Quentin, on peut revoir bonsoir Quentin, les résultats de cette journée de top 14 qu'on peut redonner pour ceux qui ne les ont pas suivis, sauf si tu as des démarches techniques à faire. Non, je peux te les donner. Ça va vite et je m'occupe de Jean-Baptiste Elissalde juste après. Alors les résultats avec le Stade Français qui a battu l'UBB 28-7, le succès de La Rochelle face à l'USAP 31-8, le Racing a battu Clermont 43-31, victoire de Pau face au Loup Rugby 40-15, Montauban-Montpellier 22-22, Toulouse-Castres 59-12. François. On y reviendra, je le disais, dans quelques minutes avec Patrice Colazo, l'entraîneur du Racing 92 qui sera avec nous. On en parle également à 18h30 avec un petit peu le podium et toutes les analyses de nos consultants. Avant cela quand même, rappel aussi mon cher Julien Thomas du sacre quand même de l'Angleterre, du sacre de l'Angleterre face au Canada, 33-13, voilà son 3e sacre mondial. J'imagine que tu as suivi cette Coupe du Monde féminine. Est-ce qu'elle a donné un nouveau ton au rugby féminin ? Ah, tout à fait. Quelle ferveur qu'on a pu avoir sur cette Coupe du Monde féminine, et surtout mais le sacre des Anglaises qui, comme à leur habitude, le 3e, comme tu disais. Oui, qui était attendu, qui à Twickenham face à une équipe du Canada quand même qui était en face et présente, mais solide comme à leur habitude, les Anglaises qui ont gagné bien sûr cette Coupe du Monde. Après, petit bémol, nos Françaises 4e de cette Coupe du Monde, bien sûr on va en parler, je pense, dans l'émission. Ouais, une défaite 42-26. Jean-Baptiste Elissalde, bonsoir. La France bonsoir, termine 4e chez les filles, 4e, encore une 4e place, j'ai envie de dire. Voilà, on fait quand même du surplace. T'es d'accord avec ça, Jean-Baptiste ? Oui, sur le résultat net. Après, est-ce qu'on progresse autant quand les filles sont entre elles, le nombre de rendez-vous qu'on a en commun? Je sais que c'est plus difficile pour l'équipe de France, par exemple, que pour l'équipe d'Angleterre. Elles sont professionnelles. Voilà, je pense que l'engouement qu'il y a eu autour de tout ça, le stade plein, cette finale, ça va peut-être donner des idées à nos dirigeants pour encore progresser et faire que notre équipe de France grappille encore 1, voire 2 ou 3 places dans les prochaines années. Oui, ceux qui par contre n'ont pas de problème, ce sont les Sud-Africains. Voilà, on en parlait hier. Ils étaient quasiment coude à coude avec les Argentins hier, 5e journée du Rugby Championship. C'est le tournoi des nations du Sud, l'équivalent de notre 6 nations de l'hiver. Et l'Afrique du Sud a vraiment atomisé l'Argentine, 67 à 30. Jean-Baptiste, voilà, ils avaient mis déjà 40 points, victoire record sur la pelouse des Néo-Zélandais la journée précédente. Ça fait quand même cher, parce que c'est impressionnant quand même. Les Sud-Africains sont aujourd'hui au-dessus de tout le monde. Oui, sur cette période-là, mais il y a 3 semaines, ils étaient en difficulté. C'est peut-être aussi une histoire de réaction. Il y a un joueur qui m'a totalement bluffé. Alors, tu vas citer son nom parce que moi je vais pas y arriver. Ouais, c'est Sacha Feinberg. Sacha Feinberg. Oui, mais ce qu'il y a après, sans doute. Oui, mais bon, il a un nom composé, mais on va essayer de le garder en Feinberg parce que c'est vrai qu'il a marqué 37 points hier.
Voilà, tu et pensais au-delà me de ça, piéger. Je crois que c'est au vieux avec singe des- qu'on apprend à faire la grimace. Moi, je suis incapable, j'y arrive pas. Enfin bon, on va l'appeler Sacha, notre ami là. Et sincèrement, voilà, bluffé par l'intensité, bluffé par parce que les Argentins se sont accrochés. Sincèrement, un match qui m'a plu énormément. Et ce garçon au milieu qui a survolé les débats, et non pas que par les points qu'il a marqués, mais par tous ses gestes de classe. Feinberg Ngomezulu, voilà son nom entier. Julien Thomas, qu'est-ce qu'il a de plus, ce joueur-là, qui a inscrit certes la bagatelle de 37 points, mais son équipe a inscrit 9 essais hier face aux Argentins. Ah ben c'est surtout le score, la domination complète des Springboks. Ça a été un match total, référence pour eux dans la totalité du match. Et c'est là où les Sudaf, quand comme disait Jamba, peut-être les semaines dernières étaient parfois en difficulté, ont su de suite retrouver les solutions, retrouver des automatismes qu'ils ont montré aussi sur les dernières Coupes du Monde. Et là, ça a été un match, je pense, magistral et surtout référence pour eux pour le futur. Voilà, on se souvient que la première journée, les Sud-Africains avaient été battus par l'Australie à domicile. Là, il restera une journée, c'est le week-end prochain. Ce sera face à l'Argentine à Twickenham, samedi prochain à 15h. Ça veut dire que quand même l'Afrique du Sud, qui est en tête du Rugby Championship devant la Nouvelle-Zélande avec un point d'avance, terminera vraisemblablement en tête en tout cas. Est-ce que notre équipe de France aujourd'hui, sur ce que vous avez vu, vous, avec votre œil de technicien, Jean-Baptiste Elissalde et Julien Thomas, vous les anciens numéro 9 et coach, est-ce que cette équipe d'Afrique du Sud vous semble au-dessus de notre équipe de France? Julien? Mais elle est au-dessus par le système stratégique, tactique que met en place aussi Rassi Erasmus dans ce collectif. Et il tente beaucoup de choses, il essaye de composer en fonction de l'adversaire. Ils sont puissants, comme on les a toujours connus, cette équipe sud-africaine. Maintenant, il y a quelques failles, mais je pense que l'équipe de France peut rivaliser vraiment avec cette équipe sud-africaine, oui. Jean-Bas, la question qui tue, est-ce que les Bleus sont en dessous des Verts? C'est difficile à dire. Si on prend les Bleus au meilleur niveau qu'ils ont eu pendant le tournoi dans certains matchs, et si on prend aujourd'hui les Sud-Africains en pleine bourre, c'est sûr qu'il y a peut-être un avantage à l'Afrique du Sud, quoique. Mais ce qu'il va falloir voir, c'est surtout comment, je crois qu'ils viennent au mois de novembre, c'est ça? Eh oui. Et ils vont arriver un peu plus fatigués aussi. Donc c'est toujours un peu cette loi des fins de saison et des hémisphères opposés. Les prendre au mois de novembre, c'est mieux que les prendre maintenant. Maintenant, sur une Coupe du Monde, sur un match, on a vu, ça s'est joué à pas grand-chose et sincèrement, ça n'aurait pas été volé que ce soit les Français qui l'emportent. On est capable de rivaliser au meilleur de nous. Mais si on est à 10% en dessous, c'est une machine à broyer. Voilà, avec donc Sacha Feinberg, Ngomezulu, le nouveau numéro 10 que l'on suivra sans doute lors de la tournée de novembre. Messieurs, on va parler top 14 maintenant avec Patrice Colazo qui va nous rejoindre dans un instant. On va revenir bien sûr sur cette quatrième journée avec des résultats assez impressionnants et une troisième victoire consécutive du Racing. Restez avec nous sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission rugby du dimanche soir sur Sud Radio avec Jean-Baptiste Elissalde, Julien Thomas, nos consultants et nos invités prestigieux. On est ravis d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio l'un des hommes du week-end, c'est Patrice Colazo, entraîneur du Racing. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Victoire hier face à Clermont, 43-31 à la Défense Arena, 6 essais à 4. Patrice, j'imagine que ce troisième succès consécutif te satisfait, mais est-ce que le fait d'avoir perdu le bonus offensif à la 70e t'a un petit peu agacé? Elle est bizarre ta question. Non. Après, très content parce que on a réussi à créer une petite dynamique positive, c'est-à-dire 3 victoires d'affilée. Après, il y a un truc qui nous dérange, nous le staff, c'est ces 4 essais encaissés. Avant de dire qu'on a perdu le bonus, ça c'est le résultat. Il y a les conséquences avant. Donc on a marqué 43 points ou quelque chose comme ça, mais on a encaissé 31, donc c'est beaucoup trop. Donc c'est surtout les causes qui nous amènent à perdre le bonus plutôt que le bonus en lui-même. C'est surtout vers ça qu'on va regarder cette semaine. Voilà, t'as déjà revu le match, Patrice, là Oui. On est dimanche 18h. Oui.
Ouais, combien de fois? J'ai revu 2 fois ce matin et dans ma tête hier soir, je l'ai revu 3-4 fois au moins. Jean-Baptiste Elissal, que tu connais bien, notre consultant Sud Radio. Première question, puis ensuite Julien Thomas. Ben moi, je l'ai revu qu'une fois le match, donc je vais poser une question un peu décalée à Patrice. Salut Patrice. La première question que je voulais te poser, parce que ça fait 4 journées de championnat, est-ce que l'introduction, le fait d'avoir remis l'introduction au milieu, a changé quelque chose pour vous? L'introduction en mêlée, Jean-Baptiste. En mêlée. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour vous? On s'aperçoit que beaucoup plus de mêlées sont disputées et bien disputées, comme on pourrait dire dans les règles de l'art, ce qui fait l'essence de notre sport. Et je voulais savoir, toi, ton point de vue, parce que j'ai vu que il y avait quelques techniciens qui n'étaient pas trop contents de cette règle. Notamment un certain Christophe Hu de Clermont. Non, après c'est toujours pareil. Quand on passe d'une extrême à l'autre, il y a toujours un moment d'adaptation. Après, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que c'est pas toi que je vais la prendre. La mettre au milieu, c'est impossible techniquement pour le talonneur d'aller la chercher. Voilà, il pourra pas envoyer le pied devant. Donc il faut entre la décaler et la mettre directement dans les pieds du 8, il y a quand même une différence, donc il a fallu s'adapter. Nous, pour notre part, sur les 2 premiers matchs, on a été pris systématiquement. Sur les 2 derniers matchs, on n'a pas eu ce souci-là, mais ça a demandé au numéro 9 de retravailler un peu différemment et de pas envoyer directement dans les pieds du 8. Après, les équipes qui ont toujours une bonne mêlée, que le ballon soit introduit au milieu ou dans les pieds du 8, le rapport de force pour moi est toujours le même. C'est-à-dire les grosses mêlées restent des grosses mêlées. Donc après, on peut le sortir plus vite. Mais l'arbitre, il regarde des paramètres, c'est-à-dire l'impact gagné, la force que génère la poussée collective et ainsi de suite. Donc, je trouve que ça a saccadé les premières journées, maintenant un peu moins, parce que tout le monde a pris les plis, mais il a fallu quand même retravailler cette phase différemment, c'est-à-dire avec le 9, le talonneur en circuit fermé, puis après un 8 et ainsi de suite. Julien Thomas pour Patrice Collazo, l'entraîneur du Racing, l'entraîneur en chef du Racing 92, victorieux hier de Clermont 43-31. Oui, bonsoir Patrice. Mais déjà l'anecdote et surtout sur les introductions, je pense que je suis le seul demi-mêlée à avoir pris un carton jaune en Champions Cup, en H-Cup contre le Leinster pour introduction pas droite. Donc finalement, j'ai ouvert le débat bien avant. Mais ce petit aparté, non, Patrice, c'est savoir. On connaît un Racing qui était solide physiquement, solide défensivement, et c'est vrai que maintenant, il y a quand même ce côté offensif qui est plutôt au goût du jour. Peut-être ma question elle est simple, si vous vous déplacez à Castres, est-ce que ça va être un révélateur toi très important justement sur l'état d'esprit défensif que veut montrer ton équipe? Tu sais, tous les week-ends en top 14, c'est révélateur. On a le week-end d'avant, on s'est déplacé à Perpignan. Le Racing n'avait pas gagné depuis 6 ans, donc on arrive à se mobiliser. Après, l'Arena, c'est des conditions particulières. On est automatiquement plus porté vers l'attaque, c'est-à-dire faire tout ce qui est sympa dans le jeu. Et on en oublie des fois les choses un peu obscures, donc qui est la défense, les rucks, parce qu'on est obligé par ça, parce que les conditions sont meilleures. C'est sûr qu'à Castres, quand on va se déplacer, surtout Castres qui reste sur un dernier match à Toulouse très délicat, va vouloir remettre un peu les pendules à l'heure. Donc c'est à nous aussi de corriger d'une semaine sur l'autre. On en revient toujours pareil, c'est un investissement défensif, c'est une mentalité, donc ça demande pas du talent. Autant l'attaque demande beaucoup de talent, demande beaucoup de connexion, demande d'avoir des facteurs X et ainsi de suite, tandis que la défense c'est un basique, quoi. Tout joueur de rugby est capable de défendre s'il le décide. Donc certains ouais. Ça dépend comment t'es, ça dépend où tu joues, c'est toujours pareil, quelle poste tu joues, mais voilà, donc on sait que la semaine prochaine, ça repassera par, on peut pas prendre 4 essais à l'extérieur, à remonter comme on a pris contre Clermont, ce sera mission impossible. Mais le paradoxe, c'est quand même, à l'extérieur, on arrive à être un peu plus consistant en défense aussi, donc, mais on sait qu'il va falloir remettre cette semaine un focus sur ça, et tous les week-ends en top 14. Voilà. Ouais, Jean-Baptiste Elissal avec Patrice Collazo, notre invité dans Au cœur de la mêlée ce soir sur Sud Radio. Jean-Baptiste.
Ouais, le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est le petit Sun associé donc à Carbono. Il t'intrigue, j'ai l'impression. Il m'intrigue pas dans le sens où je découvre pas le joueur de rugby. Par contre, j'ai monté le son, j'ai regardé sa gestuelle, son body language. J'ai l'impression que c'est déjà un petit chef. Il sait où il veut aller, il sait où placer les autres. Il a beaucoup d'autorité dans le jeu, dans certains moments. Et mine de rien, les 10 minutes où il est sorti 2 fois, une fois pour protocole commotion à Perpignan, une fois là, c'est les 10 minutes où vous avez flotté. Et je voulais savoir, au-delà du joueur de rugby, qu'on sait qu'il a du talent, puisqu'on le voyait avec Aurillac, s'il n'est pas en train de prendre une place importante dans la posture, malgré son jeune âge et son manque d'expérience. Il est assez surprenant parce que comme il n'est pas passé par la filière classique, c'est-à-dire les centres de formation, les gros clubs, tout ça, il a une maturité qui est un peu déconcertante et un rapport à la pression qui est proche de zéro. Voilà, pour lui ça reste du rugby, c'est comparatif avec quand il joue à Aurillac, quand il joue à Blagnac. Et il est assez déconcertant sur ça avec Fred. Du coup on se pose la question, on se dit mais putain, il arrive à mener le truc, il arrive à s'imposer. Et surtout, il est quand même mis dans des conditions en top 14 quand tu joues ce poste-là. Les mecs te mettent beaucoup de pression en face. Ce week-end, il s'est fait phraser par Thomas Seyt, le deuxième ligne de Clermont, tout ça, et il se sort pas quoi. Donc il a une assurance assez surprenante pour son âge, mais je pense aussi que ces joueurs qui sont passés par un autre biais, qui ont joué très vite avec des adultes, sont un peu calibrés différemment, sont un peu mentalement sont différents. Et pour lui, le rugby reste avant tout un plaisir et un jeu très simple. Et je pense que le fait d'avoir ce rapport-là de simplicité lui permet d'être maître de son jeu et aussi ce naturel, d'avoir cette autorité naturelle. Et il est assez surprenant dans sa communication avec les joueurs autour, avec Léo Carbono, ça forme une jeune charnière. Mais ils ont un réel impact sur la conduite du jeu et ils parlent toujours, à bon escient, c'est toujours précis. Voilà. Donc il n'y a pas de communication superflue et puis après il a réussi à embarquer les joueurs aussi autour de lui, donc c'est plutôt très positif. Ouais. Patrice Collazo avec nous sur Sud Radio, bien sûr, toujours un plaisir d'entendre le manager du Racing. On a entendu beaucoup de commentaires, notamment sur la force de caractère de ce groupe du Racing, pas toujours très positif par le passé. Quel est ton regard, toi, sur ces hommes, en fait? Est-ce qu'ils sont durs à manager, toi qui les as pris en cours de route l'an dernier et qui maintenant ouvrent un cycle un peu plus long? Comment tu juges ce groupe du Racing? Non, après c'est toujours pareil. On est tombé l'année dernière un peu sur une fin de cycle, sur la fin d'un système. Tous les clubs y passent, donc le Racing n'a pas fait exception, on s'est pas qualifié. Bon, moi je suis arrivé en cours de saison. Il y avait des choses à revoir. Ici une remise en question de tout un club. Il faut repenser un peu la formation. Il faut recréer une dynamique de club. Et aujourd'hui, nous ce qui est mis au centre du truc avec le staff, c'est avant tout la mentalité. Pour postuler le week-end, il faut avoir une bonne mentalité. Des bons joueurs de rugby, il y en a partout. Mais voilà, il faut avoir la bonne mentalité. Le rugby à Paris, le rugby en Ile-de-France reste différent à manager. Parce qu'il n'y a pas cette pression du public, il n'y a pas cette pression de l'environnement. Et en fait, on est un peu en autonomie. Donc il faut créer nous-mêmes ce manque et amener les joueurs à avoir une mentalité irréprochable, que ce soit la semaine, pour se créer les conditions pour au moins le week-end faire un bon match. C'est surtout ça. Jean-Bas ou Julien, tiens, Julien Thomas avec Patrice. Oui, non, mais Patrice, je te rejoins. T'étais arrivé en cours de saison, mais j'ai l'impression que quand même tu commences à mettre cette alchimie dans une équipe et un 15 départ, ce qui est un peu ma perception d'une équipe type, c'est-à-dire avec des jeunes, comme tu disais, cette jeune charnière, avec quand même des Ficou, des Tussova, des mecs aussi qui ont de l'expérience et de la bouteille, avec du talent peut-être avec des étrangers. Et là, tu es en train de reconstruire tout ça, qui fait que ça est en train de prendre quand même dans ton équipe du Racing. Ouais, après il faut un équilibre. On a été chercher une très jeune charnière. Historiquement, c'était pas dans l'ADN du Racing. Il y a toujours eu des très gros numéros 10 au Racing. D'aller chercher le petit Hugoson, d'aller chercher un Argentin qui a toujours pas joué avec nous, qui est
Four Nations avec l'Argentine, Geronimo Preciantelli qui va arriver sans sous peu. Donc c'est des joueurs un peu méconnus mais qui ont du talent. Aujourd'hui on est plus focalisé. Le Racing a toujours eu des facteurs X, un peu une belle ligne de 3/4. On a voulu se tourner un peu plus vers quelque chose de collectif. Pour avoir un bon collectif, il faut avoir aussi un bon paquet d'avant. Donc on a réussi sur notre recrutement à rentrer des profils qu'on n'avait pas forcément, c'est-à-dire des profils très solides. Sur le match de ce week-end, on joue quand même encore sans Toupou qui est pas arrivé, le pied droit. Il n'y a pas Tao, il nous manque derrière Geronimo Preciantelli, l'Argentin. Il nous manque le nouveau Fidjien Celestino qui n'a pas encore joué, qui était blessé. Donc on a plusieurs options, on a plusieurs profils d'équipe. Quand on joue sur synthétique, on peut avoir une équipe très rapide, on est capable aussi d'avoir une équipe très puissante. Voilà, il fallait trouver cet équilibre et on peut pas faire qu'avec des jeunes. On a fait jouer des jeunes joueurs de 19 ans sur les premiers matchs, des jeunes piliers droits. Alors c'est un risque, effectivement, mais on pense aussi qu'on travaille pour la suite. C'est du temps de gagner pour la suite. Alors ça nous apporte un petit peu préjudice sur des fins de match ou sur du coaching et ces jeunes joueurs ont été en difficulté, mais dans 5-6 mois, c'est des joueurs qui joueront ou l'année prochaine qui postuleront. Donc il faut trouver un équilibre. On peut pas faire qu'avec des jeunes, on peut pas faire qu'avec des joueurs. Voilà, il faut créer une dynamique collective et une énergie surtout qui soit un peu communicative. C'est surtout ça. Quentin Cabanis pour Patrice Colazo. Bonsoir Patrice, justement vous parliez du recrutement et là quand on voit justement les feuilles de match alignées depuis le début de saison, on voit que les recrues se sont déjà très bien installées. Il y a Carbonneau qui enchaîne, Sun qui enchaîne, Huleux qui joue, qui marque, il y a Nathan Hughes qui est aussi impressionnant je trouve depuis qu'il est arrivé. Je pense que vous devez être plutôt satisfait du recrutement de cet été parce que on a l'impression qu'ils ont déjà tous trouvé leur place ceux qui sont arrivés. Oui, ils ont été très bien intégrés, mais on repart aussi sur un nouveau cycle avec des nouvelles attentes, des nouveaux modes de fonctionnement, parce que quand on fait une saison comme on a fait la saison dernière, il faut beaucoup se remettre en question, mais à sportivement, à plein de choses dans le fonctionnement de tout un club. Il faut relancer un peu la machine. Et effectivement, les recrues ont été très bien intégrées. Il y a une volonté aussi de donner une belle image. Ça c'est important tous les week-ends, d'une équipe un peu dure à jouer, d'une équipe capable d'avoir un peu plusieurs profils. Comme j'ai dit, le point positif, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore complet. On avait battu l'UBB. Le week-end d'après, on a été à Perpignan, on avait changé de 9 joueurs. Après Perpignan, malgré une victoire, on a rechangé entre 5 et 6 joueurs pour recevoir Clermont. Ce week-end, ce sera encore le cas. Donc aujourd'hui, on peut voir la compo. Ouais, de suite. Pas de problème. Tu peux commencer par le 1 ou le 15. Mais la bonne ou la mauvaise? Tu veux laquelle? Je sais pas. Enfin, c'est celle que tu veux, Patrice. La bonne, on la met à l'antenne et la mauvaise, on la gardera pour nous. Non, mais on essaye, voilà, le top 14 est un championnat très long. On essaie aussi de créer un peu ce truc. C'est plus facile quand on sort un joueur qui a été performant, plutôt que de sortir un joueur qui a pas été bon. Un joueur qui a pas été bon, l'autre rentre. Mais quand on sort un joueur qui est performant, celui qui rentre voilà, il faut qu'il se mette à niveau. Celui qui est sorti et a qu'une envie, c'est de revenir dans l'équipe. C'est l'équilibre qu'on essaye d'avoir. Patrice Colazo avec nous. Jean Balissal, dernière petite question très rapide pour Patrice avant qu'on tourne et qu'on continue la suite de Au cœur de la mêlée. Bah oui, dans tous ces louanges données à Patrice et à son équipe, je vais être l'empêcheur de tourner en rond. Je l'avais déjà écrit, Patrice, je te promets avant que tu le dises, et tu l'as dit d'ailleurs tout seul, à plus de 25 points de moyenne encaissés. Quand tu dis une équipe dure au mal, c'est le point à travailler, c'est être une équipe dure à attaquer surtout, non? Oui, mais après on est capable aussi de bien défendre. Hein. Tu sais, contre l'UBB, on a fait 21 plaquages offensifs. En 15 ans que j'ai entraîné, j'en ai jamais vu autant sur un match. Donc on est capable. À Perpignan, on a été capable de défendre aussi notre ligne. On a pris qu'un seul essai, je crois. Donc c'est surtout, mis à part la première sortie à Lyon où on avait encaissé 4 essais, on est capable de faire des grosses séquences. Après, on a comme j'ai dit, l'environnement de l'Arena, c'est un environnement particulier, comme tu le sais. Et on a beau le répéter, on a beau changer. Encore, on a changé notre forme de jeu à l'Arena. À un moment donné, il y a toutes les équipes qui viennent sont portées sur l'attaque. C'est un terrain ultra rapide. C'est un terrain qui favorise ça. Et on en oublie par moment les basiques. Mais si tu prends l'entame de match qu'on fait contre l'UBB, pendant 40 minutes, 50 minutes, on prend que 7 points. Donc, oui. C'était surtout des absences, comme tu l'as dit. Hein.
Mais on manque aussi de maturité collective. On a beaucoup de nouveaux joueurs à intégrer. On manque de maturité, de vécu collectif. Mais je sais aussi qu'on est capable de mettre le curseur là-dessus sur des terrains, j'ai envie de dire, normal, c'est-à-dire des terrains en herbe, sur des contextes à l'extérieur. On est capable de remettre des focus dessus. Mais c'est vrai que quand on est à l'Arena, très vite, on arrive à prendre le score jusqu'à la 50e, 60e, d'être très largement devant. Ouais. Et puis après, on relâche, mais ça fait partie aussi de nos axes de progression. Mais c'est vrai que quand on prend 30 points comme on a pris ce week-end, faut quasiment marquer 31 pour être sûr de gagner déjà. Et on laisse revenir l'adversaire un peu dans le match, alors qu'on arrive à le distancer sur 50, 60 minutes. Donc c'est surtout un travail sur nous-mêmes. Parce que pendant 60 minutes, on est cohérent. Donc c'est les prochains axes de travail, c'est aussi, comme je l'ai dit, une mentalité, tout simplement. Tout simplement. Merci Patrice Collazo d'avoir été avec nous. Bon match à Castres, réception ensuite de Montpellier. Et puis on se revoit très vite sur l'antenne de Sud Radio avec le sourire bien sûr et avec des bons résultats. Voilà, ce staff le mérite et tout le club le mérite d'ailleurs au Racing 92. Excellente soirée. Merci Patrice, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Ciao Patrice. Ciao Patrice. Merci. On se retrouve dans un instant. Nos consultants Jean-Baptiste Elissel, Julien Thomas vont distribuer leurs médailles. C'est le podium et les flops aussi du week-end. Restez avec nous. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission rugby du dimanche. Vous pouvez nous appeler bien sûr au 0826 300 300 ce soir. Grand rendez-vous top 14 avec le dernier match de la 4e journée. Quentin Cabanis. Tout à fait. Voilà, et on va en profiter d'ailleurs pour rappeler l'affiche et rappeler les résultats si vous nous rejoignez sur l'antenne de Sud Radio. Alors l'affiche, c'est un savoureux Aviron Bayonnais RCT. Les autres matchs de cette journée de top 14 ont eu lieu hier. Ça avait débuté avec la victoire du Stade Français face à l'UBB 28-7. La Rochelle a battu l'USAP 31-8. Succès du Racing 92 face à Clermont 43-31. Pau a battu le Loup 40-15. Montauban et Montpellier ont fait match nul 22 partout. Et Toulouse hier soir a étrillé le Castres Olympique 59-12. Au classement, on a un trio de tête. Toulouse et Pau sont leaders avec 14 points. Ensuite, le Loup Rugby. Et puis en bas du classement, Montauban est 13e avec 2 petits points. Perpignan est le seul club à 0 points et donc logiquement dernier de ce top 14, François. Ouais, mais félicitations aux Montalbanais qui ont quand même décroché leurs 2 premiers points donc après 4 journées. Il y avait un peu de déception voilà, quand même. Un peu de déception parce que c'est vrai qu'ils ont encaissé cet essai qui a permis l'égalisation de Montpellier dans la 80e. Le podium de Jean-Baptiste Elissal et Julien Thomas. Tiens, on va commencer par Julien. Qui tu vois en or, toi, après les 6 premiers matchs et ce week-end qu'on a vu? Alors, j'ai pas pris une équipe forcément de ce top 14. J'ai pris surtout une chose que j'aurais aimé dans ma carrière et que je n'ai pas pu avoir parce que c'est pas le poste qui le veut. C'est surtout Raka qui dépasse les 100 et 101e essai avec la SM ce week-end. Et ça, c'est remarquable parce que dans une carrière de joueur, marquer autant d'essais, honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. Et lui, il fait partie des podiums de cette équipe de Clermontoise, notamment avec des rougeries. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important à souligner parce que voilà, il monte au panthéon de cette équipe clermontoise. Voilà, ça rejoint le bronze de Jean-Baptiste. 101 essais, ça commence quand même à chiffrer pour Raka que tu as bien connu, Jean-Baptiste, notamment en équipe de France, je crois. Hein. Ouais. Un garçon atypique, hein, comme tous ces garçons d'origine fidjienne, doué d'une qualité de duelliste incroyable. Ça prouve aussi qu'il a réussi à s'intégrer là-bas. Clairement, il y est toujours resté malgré. Il y a eu quelques clubs qui l'ont contacté fortement. Il est toujours resté là-bas et une longévité incroyable. 100 essais, chapeau bas. Il y en a pas beaucoup qui arrivent et félicitations à lui. Donc je l'avais mis en bronze parce que j'aime pas trop récompenser les individus, mais là c'est à noter quand même. Ouais, depuis Clermont, depuis la saison 2015-2016 hein, pour Raka. Donc ça veut dire 10 ans au plus haut niveau. Est-ce qu'il a une chance, selon toi, Jean-Baptiste, de revenir un jour en équipe de France? Parce que des potentiels comme ça, physiquement. Alors, il n'est pas toujours le plus peut-être le plus adroit sous les ballons hauts, mais c'est quand même un potentiel offensif incroyable, Raka.
Oui, mais je pense qu'il a plus trop de chance maintenant. Il faudrait vraiment beaucoup de blessures ou alors une série de matchs exceptionnels. Mais comme tu le dis, surtout dans le rugby de Fabien Galtier qui est très tactique et stratégique avec beaucoup de kicking game, il a quand même quelques erreurs, quelques lacunes aériennes et quelques lacunes de couverture défensive qui pour moi sont rédhibitoires. Maintenant, je vous dis, s'il fait des matchs comme ça et que Clermont vient tourner et qu'il marque 3 essais par match, il faudra se poser la question. Ouais. Mais vu les ailiers qu'on a aujourd'hui, ça me paraît compliqué. Ouais. Tu voulais aussi récompenser, toi, en or, Jean-Baptiste, un gros marqueur d'essai du week-end. Ouais, alors le marqueur et à travers lui, la remise en question et le coaching et la mise à l'écart de joueurs comme Marchand, c'était Cramon. Donc récompenser Cramon, la médaille d'or, mais à travers lui, le Pack toulousain qui s'est refait la cerise. Tout le monde se posait des questions sur la traversée qu'ils ont eue. C'est peut-être une chose très bien. Et le fait qu'il ait mis Cramon, là, numéro 3, alors c'est vrai que c'est un très beau numéro 3 dans un club quand tu as la chance d'avoir 3 talonneurs comme ça, mais d'avoir mis Marchand en tribune et Bail, il fallait le faire dans un moment de tension et les jeunes ont répondu, et notamment ce talonneur. Voilà, il serait numéro 1 dans quasiment 13 clubs du top 14, donc félicitations à lui, il a eu sa chance et il l'a prise. Ouais, effectivement, Guillaume Cramon. Voilà, ça veut dire quand même que toi, Julien, tu penses que les titulaires du poste vont quand même souffrir, que Cramon a pris de l'avance là sur ce qu'on a vu ce week-end? Ah, mais chaque week-end, de toute façon, quand on est joueur et qu'on est compétiteur, chacun peut prendre la place. Les cartes sont redistribuées et Jean-Baptiste le dira aussi. C'est à chacun de donner le meilleur de soi-même, ce qui fait une émulation dans un collectif et ce qui tire le groupe vers le haut. Donc, les places sont ouvertes, notamment en début de saison, comme ce qui se passe depuis la 4e journée. L'argent pour Jean-Baptiste sur ton podium, la médaille. Alors l'argent, c'était le Stade Français, bien aidé par la performance de l'UBB, mais je sens une équipe en maîtrise. On en a parlé hier soir avec Gabriel. Maintenant, il leur faut mieux s'exporter. Ils passent au révélateur à chaque fois pour se donner un peu de confiance. Ça fait un an et demi qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur. Ils vont. Voilà. Il faut que ça redéclenche. On en a parlé hier soir avec Paul. Il faut absolument. Voilà, il faut absolument qu'ils aient cet appétit offensif et défensif, parce qu'ils l'ont eu aussi sans ballon ce week-end à l'extérieur. Mais donc ils rentrent sur le podium. Ouais, Julien, est-ce que tu as un candidat ou une équipe sur ton podium en argent? Oui, en argent, je mettrais le début de saison quand même des Palois, connaissant un petit peu la maison paloise pour y être passé, qui partent souvent sur les chapeaux de roue, qui 4 journées, 3 victoires, notamment dès la première d'aller gagner quand même à Castres. Finissent en 4e journée avec un point de bonus offensif en recevant Lyon 40-15. Donc cette performance et on va dire l'état de forme de cette équipe paloise, 2e du championnat, pour moi mérite d'être en argent. Par contre, ce qui est un petit peu le côté négatif du jeu et du système et de la philosophie de l'ADN paloise, c'est que souvent ça s'essouffle dans le dernier tiers de championnat. Donc on va voir maintenant cette saison si ça peut tenir la route. Ouais, effectivement. Jean-Baptiste, le bronze, c'était l'or de Julien, hein, c'était à Liberty Raqqa. On l'a déjà dit. Ouais. Et peut-être le bronze de Julien pour terminer ce podium. Mais le bronze, les Montpelliérains. Les Montpelliérains, tout simplement, qui 22-22 à Montauban. Les Montpelliérains qui avaient fait un énorme match face au Stade Toulousain le week-end d'avant, que ce soit surtout sur les fondamentaux, le combat. Patrice Colazo, qu'on vient d'avoir en direct, nous a évoqué vraiment que ça passe par là dans un premier acte. Et les Montpelliérains face au Stade Toulousain avaient été remarquables pendant 80 minutes. Et là, ils ont pêché. Alors, la colère de Joan Codulot, le manager montpelliérain, je peux la comprendre. Et encore, on va dire, ils s'en sortent bien, les Montpelliérains, d'aller chercher un match nul à Montauban. Mais attention, parce que c'est en dents de scie, souvent à Montpellier, et c'est au pied du mur que ça commence à réagir, alors que il faudrait de la régularité. Oui, effectivement. Le flop du week-end, selon toi, Jean-Baptiste? Ouais, moi, j'ai hésité entre deux. Mais en fait, du coup, pour dire les deux, je vais dire
25 minutes, 20 minutes même pour certains, de passage à travers. Et là, je mettrai le CO, on en a parlé encore hier, si CO s'accrochait et collait à Toulouse, voire était devant, mais plus longtemps dans le match, ils auraient pu, le doute aurait pu s'installer. Mais là, craquer, être devant à la 35e et être mené de 40 points à la 55e, c'est un trou d'air qui ne peut pas exister en top 14 malheureusement. Donc ça, c'est le premier flop. Et pourquoi ces 20 minutes? Parce que j'ai regardé les 20 premières minutes de Bordeaux. Comme les 20 premières minutes de Bordeaux au premier match face à La Rochelle, si vous vous rappelez, comme les 20 premières minutes de Bordeaux au Racing la semaine dernière, et ben ces 20 premières minutes, c'est connerie sur connerie, il y a rien de bon. Yannick en est désolé, dépité, Yannick Bru, et voilà. Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu l'attribues? Mais moi, je vous l'ai dit, si j'ai posé la question à Yannick la semaine dernière en parlant du titre et tout, c'est que je sais que même s'il ne veut pas en parler, je l'ai connu à Montpellier, même si tu veux pas en parler, les gens autour de toi, les gens autour des joueurs, voilà, t'es champion, il y a un truc qui s'est tu rattaques pas la saison pareil, un peu plus tardivement, avec le sourire aux lèvres, t'es moins dans l'appétit, et puis voilà, talent égal avec un ou deux mecs qui te manquent, un ou deux blessures. Alors il l'a mis sur le dos des blessures, c'est vrai qu'il a pas de chance, mais malgré tout, tu sens pas, voilà, ces 3 premières débuts de mi-temps. Et même qu'on fasse à Montauban, où ils sont un peu brassés au début de match, c'est bizarre. Voilà. Donc je le mets dans les flops au même titre que le CO, parce que je répète, 20 minutes d'absence comme ça dans des matchs. Alors 18-0 pour le Stade Français, encore ça doit être 24-0. Et le CO prendre 3 essais en 5 minutes ou 10 minutes, là c'était beaucoup trop, juste à la rentrée avant la mi-temps et juste à la sortie. Voilà, ils n'ont pas pu résister. Donc les trous d'air. Le flop est là. Le flop des trous d'air. Les trous d'air. Julien Thomas, ton flop du week-end. Le flop du week-end, c'est pour moi Perpignan. Ce début de saison m'inquiète. C'est encore une fois une saison galère et surtout 4 défaites sur 4 journées, et en sachant qu'ils reçoivent quand même le Stade Français dont on vient de parler, et qui va se déplacer souvent avec on va dire conviction et surtout mettre du combat. Le Stade Français, quand pour y avoir été, c'est vraiment un test physique pour cette équipe parisienne d'aller affronter l'équipe catalane. Donc il faudrait pas que ça soit une 5e défaite de la saison pour les Catalans. En tout cas, ce sera la semaine prochaine, et on le vivra bien sûr sur Sud Radio. Moi, j'avais une question quand même sur cette suspension de Fred Quercy pour ses propos déplacés, ou en tout cas ses propos, on va dire, sans langue de bois sur Fabien Galtier, où il avait été des propos peu amènes. Qu'en pensez-vous en quelques secondes? Voilà, c'est licence suspendue par la fédération. Il l'a récupéré depuis. Il l'a récupéré, mais enfin, il n'a pas joué ce week-end. Il n'a pas pu jouer. Oui. Jean-Baptiste, ton point de vue, toi qui a toujours dit des choses très très gentilles, mais qui a été dans ses fonctions d'entraîneur du 15 de France. Il y a forcément des joueurs avec qui ça passe mieux qu'avec d'autres. Je sais pas d'où c'est sorti, si c'est sorti d'une déclaration officielle, non officielle. Ouais, si c'était conf de presse de la Ligue. Oui, pour la présentation des capitaines. Ah oui. Ah ouais, il a fait d'entrée, là, il a posé les points sur les i. Bon, s'il avait besoin de le dire, à la limite, s'il avait besoin de le dire, qu'il prenne le téléphone et qu'il appelle Fabien Galtier, là, le dire devant des gens à qui ça intéresse peu. Je sais pas dans quel, enfin voilà. Faut voir comment la phrase a été tournée. Ça me laisse, voilà. Il avait dit que c'était le meilleur entraîneur qu'il avait connu, mais que sur le plan humain, c'était la pire, voilà. Bon, voilà, ça a peut-être pas fonctionné. Peut-être qu'il attendait que Fabien lui donne des explications quand il jouait pas, quand il mettait sa chaussure, pas sa chaussure. Et Fabien, il est peut-être pas comme ça, il est très sur la technique. Peut-être que ça lui a pas convenu. Voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs avec qui tu as plus d'affinité, qui te comprennent mieux, et d'autres des incompris entre guillemets. Et souvent c'est des mecs que tu fais pas trop jouer. Il lui reprochait justement de pas faire confiance aux jeunes du club, parce que c'est quand Quercy était joueur à Montpellier que Fabien Galtier était l'entraîneur. D'accord, et à la fois, je sais qu'à Montpellier, Julien pourra en parler, quand Fabien est arrivé, il y a quelques jeunes qui ont éclos aussi, donc on peut tout dire et rien dire. Voilà, c'est un peu déplacé, ça m'a pas perturbé mon week-end, j'ai regardé mes matchs de rugby, moi, D'accord. Sincèrement, Julien, vous voulez mon avis, François, c'est pas très technique, mais... Non, mais c'est le fait. Par rapport à... Vas-y, oui, dis-moi, déjà sur le fond de l'affaire, toi tu le connais, puisque c'était au moment où tu étais à Montpellier, Julien.
Oui, Fred Kersi qui a connu Fabien, qui a son caractère, qui a par contre ce talent rugbystique. Humainement, peut-être que Fred Kersi a eu un petit peu de mal justement sur le management humain que proposait Fabien envers les jeunes du club. Ce qui est dommage, je vais dire, dans cette histoire, c'est que quand même de le sanctionner, alors qu'il y a juste peut-être une volonté de s'exprimer et d'évoquer un sentiment sur une personne. Quand Jean-Baptiste, tu dis, il aurait pu prendre le téléphone et l'appeler, je pense que même Fred Kersi, il a même pas le téléphone de Fabien et je sais même pas si Fabien aurait répondu. En revanche, il est vrai que après il y a pas non plus besoin de se mettre sur la toile pour donner on va dire des querelles opposées avec les médias peut-être, et c'est vrai sur ce plan-là que c'est une faute peut-être de Fred Kersi. Voilà, mais ça mérite de suspendre la licence quand même. Ah bah ça par contre je savais pas, j'ai pas trop suivi cette histoire. Hein. Moi je pense pas. Vous me l'apprenez en grande partie, mais oui ça paraît bizarre parce que dans ces cas-là où ça commence, ça s'arrête. Tu vas donner ton avis sur un arbitre. Voilà, j'ai vu que là il y avait un joueur de golf à la Ryder Cup qui a employé des gros mots. Alors dans ces cas-là, il joue pas le match d'après. Non, enfin voilà, en plus c'est une atteinte d'homme à homme. La liberté d'expression aussi quand même. Non mais il doit dire quelque chose. C'est Fabien Galtier. S'il est pas content, il porte plainte. Et si l'institution n'est pas contente, une amende éventuellement, mais peut-être. Mais bon, retenir la licence, ça paraît curieux. Tiens, la Ryder Cup, t'en parlais, 12-5 pour l'Europe au début des matchs de simple. Ah oui, on les écrase, on les lamine. Allez, on va se retrouver dans un instant pour se projeter sur le match du soir. Bayonne-Toulon, c'est sur Sud Radio bien sûr. On va en parler avec vous au 0826 300 300. Et puis avec Jean-Baptiste et Julien, il y aura même un petit qui je suis, tiens, pour tester vos connaissances sur cette affiche entre Basque et Varois. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission qui ne parle que de rugby en ce dimanche soir sur Sud Radio, la radio du rugby. Ce soir, 21h, Bayonne-Toulon, clôture de la 4e journée du top 14. Et pour en parler, on est très content d'accueillir Jérémy, un des supporters bayonnais qui est là. Salut Jérémy. Bonsoir à tous. Bon, comment se situe, s'annonce ce choc entre Bayonnais et Toulonnais, on va dire 2 demi-finalistes quand même du précédent exercice. Alors, on est impatient de voir ce que ça va donner. On va essayer de montrer un autre visage que celui qu'on a vu à Castres, ce serait bien. Et voilà, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être un très très gros combat, et les Toulonnais qui n'ont pas joué la semaine dernière vont arriver avec un petit peu plus de fraîcheur, et je pense que ça va être un gros combat. Bon, gros combat, dans des bonnes conditions, la journée a été bonne, il n'y a pas de... Il fait très très beau, il fait bon, il doit faire 20 degrés encore, un peu plus, il fait très beau, donc les conditions sont idéales. Bon, parfait, ça va nous inspirer et nous réserver un beau rugby qu'on va vivre sur Sud Radio. Qu'est-ce que tu penses, toi, du début de saison de ton équipe, et est-ce que, on va dire, ça correspond aux attentes des supporters bayonnais? Alors, on aurait aimé un meilleur visage à Castres. Jusqu'à Castres, c'était plus ou moins dans les attentes qu'on avait. Après, c'est vrai que à domicile, pour l'instant, ça s'est bien passé. On va voir ce soir ce que ça va donner, mais pour l'instant, ça va. On est pas mal. Ça va, et on espère que ça ira mieux ce soir. Alors, pour essayer un petit peu de départager cette affiche, on va faire un petit qui je suis entre nos 2 consultants, Jean-Baptiste Elissal et Julien Thomas. Et c'est Quentin Cabanis qui est à la baguette. Et Jérémy, tu peux les aider, voilà, si jamais tu as la réponse à la question. C'est un petit test de culture générale sur le rugby, un test de Bayonne-Toulon. Quentin, c'est parti. Exactement. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Alors, la particularité aujourd'hui de ce qui je suis, c'est qu'on va chercher des joueurs qui sont passés par les 2 clubs qui vont s'affronter ce soir, donc des joueurs passés par Bayonne et par le RCT. Alors, messieurs, important, vous me donnez votre prénom avant de donner la réponse. Le premier joueur est extrêmement facile, soyez rapide. Il a débuté chez les jeunes du côté de Saint-Pé.
Ensuite, il commence en professionnel en 2012 à l'Aviron Bayonnais. Jérémy Charles-Olivan. Exactement. Le premier point, il est pour Jérémy. Magnifique. Allez, un autre joueur passé par les deux clubs, un joueur né en 97 du côté de Bayonne. Il a débuté en pro à Bayonne où il a disputé 44 matchs entre 2019 et 2021. Il va ensuite prendre... Je l'ai, mais bon, je le dis pas, mais je l'ai. Ouais, il va ensuite prendre part à 64 rencontres avec le RCT et en 2024, il prend la direction de la section paloise. Exactement, il évolue toujours du côté de la section paloise et plutôt au poste... oui, Julien. Non. C'est plutôt toujours exactement. Deuxième bonne réponse pour Jérémy qui est en train de mettre à l'amende nos deux consultants. Allez, moi j'ai mon micro qui marche pas depuis tout à l'heure. Je dis des trucs. Hein. Ah bon bah on t'écoute. Ça, c'est François, allez, je vais vous en prendre un peut-être un peu plus âgé, on va dire quelqu'un qui a débuté au Northern Sharks. Lovo Balavou. Exactement. Vous m'entendez là? Tout à fait. C'est une bonne réponse. Je les avais les noms, mais je savais pas qu'il fallait le dire. C'est pour faire gagner. Non. Allez, on en fait un dernier pour le plaisir. Parce que attends, Lovo Balavou ça compte double parce que je l'ai dit avant ta question. Ouais, pour petite info, pour donc toi ça François, fait 2-0. Aujourd'hui à 40 ans, il joue du côté de Gujan-Mestras. Voilà, très bien. 40 ans, non mais c'est lui, c'est Lovo. Ah oui, d'accord. C'est en ce moment même. Okay. Voilà, c'est non allez le dernier. Donc il a joué à Pau, à Castres, à Montauban, à Toulon, à Bayonne, à La Rochelle. Ensuite, il a fini sa carrière à Anglette en 2020. Il a entraîné Sébastien Fauquet. Exactement, Sébastien Fauquet pour Jérémy qui a marqué 3 points et qui remporte cette manche haut la main. Félicitations Jérémy. 3-2. Magnifique. Bravo Jérémy. En tout cas, petit prono pour ce soir, Bayonne-Toulon, Jérémy. Bah, j'espère une victoire bayonnaise évidemment, mais on peut laisser le point de bonus défensif à nos amis toulonnais, ça me dérangerait pas. Bon, un écart de moins de 5 points. Un score, Julien, comme tu vois ça comment toi? Je vois des Bayonnais quand même solides à domicile avec défensif toulonnais. Voilà, et un score peut-être Jean-Baptiste, parce que je sais que tu fais toujours des excellents pronostics. Ouais, Bayonne à la Baraka à domicile, hein. C'est en fin de match toujours. Sur une longue série, ils sont, je trouve. Peut-être trop longue. Allez, une petite victoire de Toulon. Il est joueur, voilà. Jean-Baptiste. Allez. Moins de 5 points et tout le monde sera content. Allez, le prochain rendez-vous, donc c'est 21h, Sud Radio Bayonne-Toulon. Et puis avant cela, il y aura C'est excellent, notamment dans un instant avec Judith Belair. Les prochains rendez-vous aussi, c'est le podcast Sud Radio et puis la Pro D2, la 6e journée. Il y aura notamment un Colomiers Agen que nous suivons vendredi soir. Merci messieurs, bonne soirée sur Sud Radio. Bonne soirée.